Le jargon politique, il est maître en la matière, mais surtout l'expert pour le traduire. Mario Dumont. Hein? Hey, nouvelle de dernière heure, ça vient tout juste de tomber, c'est Reuters, j'ai la dépêche de Reuters, Meta. Parce que vous savez, Meta était en procès avec 29 États américains au cours des derniers jours. Ben, il y aura un deal. Oui, avec plusieurs États, là, c'est ce qu'on dit un peu partout au travers des États-Unis, parce que c'est un cas qui s'était répété encore, là, comme quoi Facebook, de manière délibérée, allait rendre, entre autres, les jeunes accros de ces algorithmes, allait non plus ne pas protéger là, les usagers de toutes sortes d'arnaques, de fraudes, et même, on le sait, là, aurait encouragé à ce point-là certaines de ces manœuvres-là, parce que ça leur apportait de l'argent, là, ça leur apportait du trafic, ni plus ni moins, et là, ils auraient eu, là, semble-t-il, à la Cour fédérale de Californie, là, un règlement. On sait pas grand-chose. Les travaux ne reprendraient pas aujourd'hui. Là, on sait à peu près rien. Parce qu'ils avaient essayé de faire annuler le procès là, au début du mois d'août. Ils ont perdu. Donc là, se retrouvaient en procès. Est-ce que les développements... Parce que là, plus tôt dans l'émission, Audrey nous disait, ils ont eu l'air fous hier, ça a mal passé. Ouais. Est-ce qu'ils ont décidé de régler en parallèle? Ils ont tout essayé. Mais là, on commençait à sélectionner le jury depuis le 12 août dernier. Ça commençait à devenir tangible, à devenir très réel. 29 États, je viens de vérifier, là, 29 États aux États-Unis, donc qui amenaient là, ces allégations-là contre Meta. Mais là... Moi, je suis surtout curieux de savoir là, qu'est-ce qui va en ressortir. Est-ce qu'on va faire des promesses de polichinelle du côté de Meta qu'on va pas poursuivre? Est-ce qu'on va juste lancer un gonzilliard de dollars aux États en disant Nicolas Duvernois qui s'est joint à nous posait, je t'ai entendu dans mon oreille poser la question. Pour combien, là? Pour combien? Ça va coûter cher. Puis des milliards. Et deuxième question, peut-être qu'on devrait engager Meta pour régler nos négociations avec les États-Unis. Il me semble qu'ils l'ont fait rapidement, ça. Pour vous donner une idée, là, j'ai des chiffres là, avant le procès. Meta, eux, disaient, là, c'est ce que Meta affirmait, que la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey, ensemble, en pénalité, 1,4 trillion $. Ça va leur coûter au moins dans les hauts dizaines de milliards, si pas quelques centaines de milliards. Ouais, parce que reste à voir. La somme de ce que les États demandaient, c'était plus de 1000 milliards. 1000 milliards, ouais. Ouais, fait que, je pense pas qu'ils vont verser ça. Trillion, c'est comme billion, je pense, en français. C'est de l'argent en s'il vous plaît. 1000 billions, c'est le budget... 1000 milliards, c'est le budget annuel de la défense américaine. C'est du cash. Ouais. Bon. Nicolas, on aura sans doute plus de détails dans les prochaines heures sur Meta. En affaires, tu nous dis derrière chaque crise, il y a une opportunité. Le baron de Rothschild, il était raide, mais il disait que c'était quand le sang coulait dans les rues qu'il fallait investir. Écoute, j'espère pas qu'un jour le sang coule dans les rues, mais c'est clair que derrière chaque crise, il y a un transfert de valeur. Hein? Il y a un déplacement de valeur. Rappelle-toi... Et les plus débrouillards gagnent à long terme. Exactement. Les plus innovateurs, les plus flexibles, les plus rapides sur leurs patins, ou ceux qui se retrouvent au bon endroit au bon moment. Rappelle-toi de la crise de la pandémie. Les bureaux fermaient en même temps, parallèlement. Là. La valeur de Zoom puis de toutes les autres plateformes virtuelles explosait. Les boutiques fermaient. La valeur de Shopify pour pouvoir faire du commerce en ligne explosait. On pouvait plus se déplacer. Les services de livraison ont connu une croissance exceptionnelle. On l'oublie parce que ça fait longtemps, mais la crise de 2008, qu'est-ce que ça fait naître comme géant? Uber puis Airbnb. Pourquoi? Le monde perdait leur job ou ils avaient besoin d'une deuxième job. Donc, ils faisaient du service de livraison ou de transport Uber, ou ils louaient leur appart, leur chambre, peu importe, sur Airbnb. Puis ça a aussi créé une hausse de vente record dans les magasins à budget comme Dollar Tree, Dollar General ou Walmart. Fait que c'est clair que derrière chaque crise, il y a une occasion. Moi, je suis entrepreneur, puis je vois toujours une crise comme, oui, certes, gestion de crise, mais il y a le revers de la médaille aussi. Il y a quand même une occasion d'affaires. Si je regarde dernièrement, les États-Unis qui ont mis énormément de pression sur l'OTAN, qui ont mis énormément de pression sur les pays concernant leur défense, ils ont menacé de se retirer. Qu'est-ce que ça fait? Explosion des ventes dans l'industrie de la défense. Donc, il y a toujours une opportunité d'affaires derrière une crise. Puis là, je suis en train de me dire, parce qu'on parle toujours de cette guerre tarifaire en tant que risque de fermeture d'entreprise, de perte d'emploi, d'impact économique majeur. Tout ça, c'est vrai et c'est catastrophique, on va se le dire. Cependant, quelle entreprise, quel type d'entrepreneur peut sortir de cette crise gagnant? Puis j'en ai ciblé 3. Oh, OK. J'en ai ciblé 3. La première, c'est les fournisseurs locaux. Très souvent, les fournisseurs locaux, l'excuse qu'on produisait ailleurs, c'était qu'ils étaient trop chers.
Hier, ils étaient trop chers. Aujourd'hui, c'est peut-être un deal. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui fait de la compote de pommes, tu sais, dans les petits sachets là, pour les boîtes à lunch. J'ai 3 enfants, j'en achète de la compote de pommes pas à peu près. Des fois, ces entreprises-là magasinent pour savoir où ils vont empaqueter leur compote de pommes pour faire ces fameuses petites gourdes-là. Ils vont souvent aller aux États-Unis par le passé parce que les États-Unis ont les grosses usines, ils payent peut-être un peu moins bien leur monde. Bref, pour 1001 raisons, ils ont choisi les Américains. Mais avec les tarifs, si c'est imposé à 25 ou 50%, tout d'un coup, l'entreprise de Blainville qui peut le faire peut être gagnant. Donc, c'est clair. En d'autres termes, tu dis aux fournisseurs, si vous vous êtes fait dire que vous étiez trop cher dans les dernières années, allez aujourd'hui, vous êtes un deal. Allez sonner à la porte. 100%, mais 100%, tu dois être sur le téléphone en permanence parce que en ce moment, regarde avec l'alcool ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de producteurs d'alcool américains qui ont décidé d'embouteiller au Québec pour contourner le boycott des produits sur les tablettes de la SAQ. Aujourd'hui, c'est la même affaire. Il y a énormément de producteurs américains en ce moment qui se disent, mais comment je fais pour contourner ces tarifs? Parce que c'est pas vrai que la majorité des entrepreneurs regardent les tarifs, se croisent les bras, puis se disent, je vais me faire aider par l'État, puis j'attends que le temps passe. Non, au contraire. Étant entrepreneur moi-même, dès qu'il y a le début d'une crise, c'est ce moment-là que je sais que je dors pas pour les prochaines semaines, je redresse mes manches, puis je fais des appels, j'essaie de trouver un nouveau fournisseur, un nouveau client, un nouveau partenaire, un nouveau marché. Tu sais, c'est en gestion de crise que tu avances le plus rapidement possible. La deuxième opportunité ou la deuxième industrie qui peut vraiment gagner, c'est les industries qui arrivent avec des produits de substitution. Parce que très souvent, on va produire, disons, on va faire des chaises avec tel type de bois. Mais est-ce qu'un mélange de bois ne passe pas sous un code tarifaire quelconque? Est-ce qu'on peut développer ou produire autrement le même produit? Des fois, c'est un tout petit changement dans la recette. Des fois, c'est changer juste le matériau que tu utilises. Donc ça, je l'ai souvent vu, des personnes qui s'adaptent juste en changeant un peu la manière de faire. Et ça, c'est vraiment, ils ouvrent une porte grande ouverte à un nouveau marché parce que là, tout d'un coup, tu n'es plus sous le coup d'un tarif. Ton produit passe comme les bons jours, comme on pourrait dire. Puis le troisième, ça me fait mal à dire, mais ils sont toujours dans les parages, c'est l'industrie des consultants. Les courtiers en douane, les spécialistes en logistique, les avocats spécialisés en tarifs, là, il y en a là, littéralement qui essayent de contourner les règles. Eux, c'est une mine d'or parce qu'en ce moment, il y a des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui se disent « Comment je fais pour contourner les États-Unis? Est-ce que je peux passer par le Mexique? Est-ce que finalement, si je change tel matériel, je rentre aussi sous ce code tarifaire-là ou j'évite un tarif ou je passe d'un tarif de 50% à 10%? » Tu sais, c'est vraiment... C'est drôle parce que je t'écoute, puis je repense à la théorie économique. Moi, je suis économiste de formation. Non, mais où on disait les tarifs, c'est mauvais pour différentes raisons. Le libre-échange est toujours favorisé par les économistes comme étant ce qui amène la prospérité. Exact. Puis dans les raisons, on dit, parce que quand tu mets des tarifs, les gens vont prendre des décisions tout croche. C'est un peu ce que tu dis, tu changes tes matériaux, mais tu le fais pas pour un meilleur produit, pour le client. Tu le fais pour passer à côté des tarifs. Donc, tu dis, les gouvernements qui mettent des tarifs induisent des comportements qui sont économiquement illogiques. 100%. Tu vas mettre le meilleur matériau pour ta pâte de chaise, ça serait ceci. Mais là, comme ce matériau-là est frappé par les tarifs, tu vas faire la deuxième meilleure pâte de chaise. Donc, tu poses un geste qui n'a aucune logique de construction ou d'économie. Tu poses un geste qui a une logique de passer en dessous d'une barrière que le gouvernement a mis pour survivre, effectivement. Exactement. Et c'est une des choses qui est dite, les tarifs génèrent un paquet d'inefficacités dans l'économie qui sont en bout de ligne des pertes de prospérité. Là, parce que tu peux pas prendre une bonne décision avec la principale décision comme facteur qui est mauvaise. Le tarif est mauvais, on le sait, d'un bord comme de l'autre de la frontière. On le sait économiquement, politiquement. Écoute, géographiquement, c'est mauvais. Cependant, là, on essaye d'éviter de fermer, on essaye de perdre un maximum d'emplois, on essaye de survivre en tant qu'entrepreneur, et donc il faut prendre des décisions à droite à gauche, puis des fois, effectivement, c'est pas la meilleure décision. Des fois, ça crée des belles surprises parce que ça force aussi l'entrepreneur à innover, peut-être à pousser sa recherche et développement, puis à découvrir que finalement, on pouvait faire ça bien plus facilement, ou on pouvait faire ça finalement, pas nécessairement en Oklahoma, mais on le fait dans l'État du Monterey, puis on l'envoie aux États-Unis, puis là, finalement, il n'y a pas de tarif. Tu parles des économies ou des innovations. Ouais. Il reste que la pandémie, en termes de réduction de coûts pour les entreprises,
avant la pandémie, là, veut dire, mettons, une entreprise qui était, mettons, sur une échelle nord-américaine. Puis là, il faudrait que l'équipe de vente là, des bureaux de la Floride, puis celle de Montréal, puis celle de Toronto... On faisait... Tout le monde prenait l'avion, couchait là, pour une réunion de 3 heures, là, t'avais... Non, mais mets l'addition de tout... 37 000 $. Là, oui, les billets d'avion, les nuits d'hôtel. Là, les restos. Ben oui, là, tu penses même plus à ça, je veux dire. Bon, peut-être qu'il y a une perte que les gens développaient un lien personnel puis tout ça, mais quand même, je veux dire, il y a une économie de dire, non, là, tu vas te mettre en Zoom, ça coûte... On va tout... Pour le prix d'un billet d'avion, on va équiper tout le monde. Exactement. Ben, il y a un transfert de valeur parce que, malheureusement, les restos des hôtels, les hôtels ou d'autres industries ont perdu. Ouais. Mais il y a d'autres industries qui ont gagné, notamment tous les logiciels, la cybersécurité. Est-ce que tu as le temps d'être en cybersécurité en ce moment? T'sais? Puis finalement, le dernier gagnant, mais ça, c'est en tout temps, quand ça va bien puis quand ça va mal, c'est les entreprises qui font attention à leur cash flow. C'est les entreprises qui sont saines et stables économiquement. Quand vient une crise, ils ont du cash en banque. C'est le temps d'acheter. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est la triste réalité du monde des affaires, mais c'est une réalité. Les plus grandes fortunes aux États-Unis se font souvent en crise. Pourquoi? Parce qu'ils rachètent des grosses business pour des bouchées de pain. Ben oui. Non, mais dans les... Ouais. C'est-à-dire, quand les hypothèques, on le dit, quand les hypothèques, là, en 1981-82 au Canada, sont venues à 20 %, tout ça, les riches, là, les gens perdaient leur maison, perdaient des gens qui avaient acheté un bloc appartement en s'étirant. Des riches familles qui avaient du cash, de la liquidité, ont acheté pour des prix ridicules des choses que 3-4 ans plus tard, tu te disais, c'est pas croyable que tu as acheté ça à ce prix-là. Tu sais, quand les taux d'intérêt étaient revenus à des taux. Ouais. Mais c'est ça, dans les situations de crise, quand tu as de la marge de manœuvre, tu peux... 100%, puis en affaires, il y a 2 phrases. Malheureusement, ça va être en anglais, vous allez comprendre pourquoi. 1, timing is everything. Le temps, là, tu sais, c'est précieux et c'est important d'être au bon endroit au bon moment. Puis 2, cash is king. Quand tu as de l'argent en banque, tu peux prendre une bonne décision. Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.